Bonjour et bienvenue dans votre émission de littérature, le livre de l'auteur. La seule émission consacrée à la plume gabonaise mais également africaine. Une fois de plus, nous abordons la branche de critique littéraire, mais cette fois pour parler de l'étude du sens, précisément de la sémiotique, encore dit sémantique textuelle. Marius Bavekumbu est notre invité du jour avec sa nouvelle publication, la première d'ailleurs, intitulée L'œuvre du sens. Avec lui, nous allons comprendre ce qui se cache derrière chaque titre ou encore derrière chaque expression utilisée par nos écrivains. Je ne vous en dis pas plus, mais avant, qui est Marius Bavekumbu? La réponse, c'est maintenant. Marius Bavekumbu est un sémioticien de formation sorti de l'école doctorale de Limoges en France. Il tombe amoureux des lettres depuis la classe de première au lycée de l'Astourville, une localité de la 7e province du Gabon dont il est originaire. À l'université Omar Bongo où il poursuit ses études supérieures, il s'inscrit au département des lettres modernes. Durant son parcours universitaire, il constate que la question du sens textuel, la sémantique ou encore la sémiotique narrative sont des disciplines mises aux oubliettes. Il engage alors son thème doctoral, du moins sa thèse, sur la sémantique textuelle et titrologie. Un travail qui lui vaudra d'ailleurs un point d'honneur avec mention. Objectif, combler le vide en la matière dans les universités et grandes écoles du Gabon. De retour dans son pays natal, c'est à l'école normale supérieure de Libreville qu'il initie, dorénavant, des cours de sémiotique à ses étudiants. Si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que vous êtes dans la deuxième partie de notre émission intitulée Le livre de l'auteur. Et le choisi du jour est L'œuvre du sens, sémantique de titre, textualité et parcours d'interprétation de Marius Bavekumbu qui nous a rejoint sur ce plateau. Monsieur Marius Bavekumbu, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame Marina, c'est toujours un exercice de grand intérêt littéraire de venir parler de problèmes de sens. Alors Monsieur Marius Bavekumbu, d'entrée de jeu, la question qui me vient à l'esprit est celle de savoir ce qui vous a incité à mettre sur le marché une telle œuvre scientifique, sachant que vous êtes un jeune professeur, vous avez soutenu votre thèse en janvier 2016, exactement 4 ans aujourd'hui. Et le thème de votre thèse portait sur sémantique textuelle et titrologie. Je n'ai pas pris tout le titre parce que c'est assez long. Sommes-nous ici dans la prolongation de votre travail, donc de votre thèse, ou encore est-ce que vous avez constaté des manquements dans les programmes scolaires mis à la disposition de nos universités? Merci pour la pertinence de cette question. Alors il a fallu réfléchir après justement ma thèse en 2016. Rentré au Gabon, j'ai commencé à enseigner à l'école normale supérieure de Libreville. Et le constat qui a été fait, malheureusement, c'est que la pratique des sciences du langage, de la sémantique, de la sémiotique particulièrement, est délaissée. Alors, ces problématiques, qu'elles soient d'ordre théorique, qu'elles soient d'ordre épistémologique, c'est-à-dire scientifique, on connaît tout un désert en fait. Donc, un désert à quel niveau? Un désert au niveau des enseignements. Les problèmes de sens, les problèmes de signification ne sont pas, je dirais, réajustés au juste titre. Raison pour laquelle j'ai tenté de réfléchir sur un texte qui ferait en sorte que l'on puisse donner des modèles conceptuels, des modèles pratiques aux étudiants qui pourront réfléchir sur des problèmes de sens, des problèmes de texte, la rédaction même des mémoires, parce qu'il y a une carence, on va dire, au niveau de ces méthodologies. Carence conceptuelle, parce que les problèmes de texte aujourd'hui, pour l'interprétation, on n'en connaît pas assez. Malheureusement, on fait encore référence au texte de 1960
que l'on prenne Gérard Genette, que l'on prenne on parle le plus souvent de narratologie, de discours social et bien d'autres. Et vous, aujourd'hui, vous parlez de la sémantique. Quelle est la différence avec les autres? Alors, d'abord, la sémantique, c'est une question pertinente. Je voudrais d'abord revenir à ses origines. Les origines de la sémantique, parce qu'elle naît dans un contexte précis. Il faut partir du texte de John Locke, donc son texte qu'il a intitulé « L'essai sur l'entendement humain ». John Locke commençait déjà à réfléchir sur la sémiotique. Donc la sémiotique, au départ, c'était une petite branche de la logique. Donc il a fallu attendre les travaux de Charles Sanders Peirce sur l'osigne pour commencer à entrevoir des premières réflexions sur l'osigne, sur la sémiotique, mais pas encore sur la sémantique. Et vous savez pertinemment d'ailleurs que Ferdinand de Saussure va constituer un cours, le cours de linguistique générale, qu'il est connu d'ailleurs pour un cours qu'il n'a jamais écrit. C'est un passage, voilà. Donc il va mettre en place le cours de linguistique générale et à partir de là, 3 grandes écoles vont se constituer. Il y a l'école de Paris, représentée par le sémioticien Algirdas Julien Grémas. Il y a l'école naturellement de Copenhague, représentée par Louis Hemsley, qui va commencer à réfléchir sur des problèmes de substance, de forme, les problèmes d'expression et de contenu. Et de l'autre côté, il y a l'école de Prague, représentée par Roman Jakobson, mais cette école est plus tournée du côté de la communication, notamment le schéma de la communication, etc. Alors la sémantique intervient simplement en 1966, lorsque Grémas va publier son texte intitulé « Sémantique structurale ». C'est le début en fait de toute sémiotique. Mais nous sommes ici dans le structuralisme également. Oui, bien sûr, parce que la sémantique naît dans le structuralisme, que ce soit sémantique, sémiotique. Toutes ces disciplines sont axées des disciplines structurales. Même au-delà même de la sémantique, au-delà de la sémiotique, on peut citer l'anthropologie de Claude Lévi-Strauss, on peut citer la phénoménologie de Merleau-Ponty, mais toutes ces disciplines sont dites structurales. Simplement, et de façon un peu plus didactique, c'est que la sémantique naît dans la sémiotique, puisque Grémas publie en 1966 sémantique structurale, qui se trouve à l'origine même de la sémiotique, en fait, de l'école de Paris. Alors, qu'est-ce que vous reprochez exactement à vos pairs aujourd'hui par rapport au programme mis à la disposition de nos étudiants? Ce que l'on reproche, c'est de faire dans la mêmeté. La mêmeté, de faire dans la mêmeté, c'est-à-dire, on a toujours des vieilles théories qui reviennent, des vieilles conceptions épistémologiques qui reviennent. Un cas simple. Aujourd'hui, on ne parle plus de notion, en fait, de personnage. C'est plus ma position théorique, en fait, la position théorique des sémioticiens. On ne parle plus de la notion, en quelque sorte, de personnage. Cette notion, elle est dépassée, elle est devenue inopérante, du simple fait que la notion de personnage va faire couper les étudiants du texte, du fonctionnement du texte, des pratiques signifiantes, du sens, de la signification. Et l'étudiant aura tendance à s'intéresser aux référents, comment le monde est construit, comment le monde est constitué, sans pour autant au préalable se demander, mais ces pratiques signifiantes, évidemment, sont d'abord des pratiques textuelles. La nécessité, c'est qu'on s'intéresse au texte et non à l'ontologie. C'est la position même de la sémantique et celle que j'essaie de défendre dans ce texte. C'est-à-dire le sens, en quelque sorte, ne naît pas de l'être. Le sens ne naît pas de l'ontologie. L'ontologie, c'est l'humain, c'est l'être. Le sens ne naît pas de l'être. Le sens naît de la différence entre des pratiques signifiantes, entre les mots, entre les phrases, entre des syntagmes, entre des énoncés. Donc, la nécessité, c'est qu'il faut énoncer en sémantique textuelle
puisque c'est la sémantique vers laquelle je me dirige, la sémantique textuelle, la sémiotique textuelle également, défend le principe que le sens naît de la différence. Et cette différence... Monsieur Marius Bavé-Koumbu, excusez-moi, en parcourant les pages de votre œuvre, il y a beaucoup de mots comme ça qui reviennent, vous l'avez dit, sens, vous avez parlé de texam, c'est ça? Taxem. Taxem, voilà. Oui. Taxem, vous avez parlé de sémantique, vous avez parlé de sémiotique, vous avez parlé du signe, vous avez parlé du signifiant, du signifié, des mots vraiment qui semblent anodins, qui semblent ne rien dire, mais qui, dans le fond, disent quelque chose de profond. Alors, dites-nous clairement, quelle est la différence entre tous ces mots? Alors, le plus simplement possible, c'est que la sémiotique, c'est l'étude des signes. L'étude des signes linguistiques. Il y a plusieurs signes, mais on s'intéresse d'abord aux signes linguistiques. La sémantique, c'est l'étude des contenus. D'accord. Alors, à partir des contenus, on débouche sur ce qu'on appelle des sèmes. Les sèmes, ce sont des traits de contenu. Je vous prends un mot simple, garçon. Oui. Si vous demandez à un élève de donner la signification, de donner le sens d'abord du mot garçon, il va vous dire que son contenu, son sème, c'est masculinité. Parce qu'on ne peut pas avoir un autre trait de garçon que masculinité. C'est tout comme d'autres sèmes, on peut les trouver, par exemple, dans le titre que j'ai analysé, les hirondelles de Kaboul. Les hirondelles de Kaboul. Alors, la nécessité, c'était qu'il fallait, à partir de ce « L », montrer que le sème de « L » ici, c'est féminité, parce qu'elle renvoie systématiquement, de façon inhérente, à féminité. Voilà, à féminin. Jusqu'à ce qu'on puisse remonter dans la classe supérieure, où on pourra trouver femme, on pourra trouver épouse, mais c'est d'abord dans la classe sémantique des sèmes. Voilà, que l'on retrouve ce genre de traits. Voilà, donc ça, ce sont des sèmes, ce sont des traits de contenu. Alors, il y a deux types de sèmes, des sèmes inhérents, c'est-à-dire qui sont directement donnés aux mots, et des sèmes afférents qui renvoient à la société. Ces sèmes inhérents et ces sèmes afférents, c'est la reformulation de ce qu'on a longtemps maintenu entre dénotation et connotation. D'accord. En fait, la science a évolué. On ne parle plus de dénotation ni de connotation. On parle maintenant de sèmes inhérents, de sèmes afférents. Ou bien de l'inhérence et de l'afférence. Voilà. Alors, quelle différence existe-t-il entre sémantique et sémiotique? Il y a bien une différence entre les deux. Oui, mais simplement, la différence, elle est d'abord formelle. C'est une différence d'abord de forme. Nous avons sémantique, sémiotique et sens. Oui. Les trois renvoient à la même chose ou est-ce qu'il y a une différence? Et où est-ce qu'il y a une différence? Où est-ce se trouve la différence? La sémiotique, au sein de la sémiotique, on retrouve la sémantique. Au sein de la sémiotique, on retrouve la sémantique. D'accord. Simplement parce que la sémiotique étudie aussi des systèmes de contenu. Puisque la sémantique, c'est l'étude des contenus. Et la sémiotique s'intéresse également à l'étude des contenus. Les contenus d'un signe. Les contenus d'un signe, on a le signifiant dont vous avez parlé. Le signifiant, c'est la première face du signe, c'est-à-dire c'est l'ensemble simplement des mots, c'est la partie visible des mots, ce que l'on voit. Si je vous dis hirondelle, mais dans hirondelle, on a des signifiants, c'est l'ensemble de ces lettres. D'abord, avant de penser que l'hirondelle, c'est un oiseau, le signifié, c'est la partie invisible, on va dire, du signe. C'est la partie qui renvoie au référent du signe. L'exemple le plus simple entre le signifiant et le signifié, c'est nous sommes par exemple à un feu rouge. Nous sommes à un feu rouge. Lorsque le feu s'affiche rouge, on voit bien que ce feu est rouge. Comprenez? Donc, nous n'avons plus assez de temps, monsieur Bavé-Koumbu. Rouge veut dire par exemple arrêt. D'accord. Ça, c'est le D'après vous, quel est le meilleur parcours pour interpréter? Vous avez parlé d'interprétation tout à l'heure. Quel est le meilleur parcours d'interpréter une œuvre? Dans votre œuvre, vous parlez de partir du titre pour l'œuvre en passant par le texte. Vous dites également qu'on peut partir de l'œuvre pour le titre en passant par le texte. Alors, quel est le meilleur parcours ici pour interpréter une œuvre? Les deux sont meilleurs, je vais dire. Ces deux parcours sont meilleurs. Le premier, c'est-à-dire le titre, le texte et l'œuvre, c'est un parcours micro-sémantique.
Ce parcours-là, c'est celui qui déclenche l'interprétation. Vous avez un titre, on vous demande d'interpréter. Quel est le rapport entre le titre, le texte et l'œuvre? Ça, c'est le premier parcours. C'est un parcours qui va dégager des thèmes. C'est un parcours qui va faire en sorte que l'on puisse interpréter d'abord le titre comme un micro-élément sémantique. Je parle de l'interprétant dans le texte, c'est-à-dire l'élément qui permet de déclencher l'interprétation. Le titre, c'est d'abord un interprétant. Après, il y a un parcours qui remonte. Mais est-ce qu'on peut découvrir le contenu d'une œuvre à travers son titre? Bien sûr. D'abord à partir de l'interprétation des thèmes de ce titre. Et si on prend votre œuvre? Non, mais ici, nous ne sommes pas sur... Je vais prendre, par exemple, les bourbiers. Hein? Le bourbier, oui. Le bourbier. Oui, oui. Dans le bourbier, on a déjà le sémème bout. Les sémèmes, en fait, ce sont des mots contenus dans des mots. On a, par exemple, hirondelle, on a rond, on a elle. Ce sont des sémèmes. On a le bourbier. À partir du bourbier, on a bout. Et on a ce ié, ce morphème final en fait, qui résonne comme une sorte d'insalubrité, comme une sorte de dysphorie générale. Donc à partir du titre, on peut déjà commencer à avoir les premiers éléments de sens, bien sûr. Merci à vous, Monsieur Marius Bavecumbu. Nous rentrons à présent dans l'œuvre en elle-même. Nous allons à présent parler des différents chapitres. Nous savons qu'ils sont nombreux, mais nous avons choisi 3. Nous sommes dans le chapitre 1. La théorie des thèmes. Le titre est l'objet de prédilection de l'interprétation textuelle, plus qu'il n'est au demeurant qu'une part spécifique du texte et vise à révéler d'une façon pertinente le processus de production du sens de l'œuvre littéraire. Un peu plus loin, vous dites, considéré du point de vue de l'interprétant, le titre est un ensemble de traits sémantiques. À la page 38, vous dites, nous sommes au deuxième paragraphe, page 38, pour découvrir et révéler de nouveaux aspects, la théorie des thèmes vise à structurer les signifiés perçus en forme de traits sémiques à la fois inhérents et afférents dont vous avez parlé. C'est autour de ces deux lignes générales, inhérence et afférence, qu'il faut partir pour réactualiser les problématiques du sens et de la signification dont une longue tradition académique n'a retenu que le récital de la duplicité du sens. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Alors, c'est qu'il y a un regret d'abord au fond. Au fond, il y a des confusions. Et ce sont ces confusions que j'essaie de résumer et de les réajuster par la suite. Les confusions entre sens et signification. Si on vous dit donnons le sens de ce mot, il y a certains penseurs, certains théoriciens qui vont encore reprendre en disant le sens c'est la signification. Je dis non. Les deux ne sont pas synonymes. Sens et signification ne sont pas synonymes. Alors si on prend le mot garçon, quel est le sens et quelle est la signification de garçon? Mais le mot garçon, il a d'abord son sens, c'est que ce sont très spécifiques. Masculinité. Maintenant, garçon, on peut renvoyer sa signification, ça peut renvoyer à une certaine bravoure. Donc ce que le contexte social nous dicte. On prend le mot caviar. Dans caviar, si on nous demande de définir ce mot, le sens, c'est que caviar, d'abord, c'est un plat d'œuf, de poisson, peut-être de saumon. Maintenant, la signification, il faut remonter vers le contexte social. Caviar signifie quoi? Mais c'est simplement un plat d'œuf de poisson, de saumon que les riches mangent dans des circonstances rares ou pendant les fêtes de Nouvel An. Donc, ce syntagme-là, pendant les fêtes de Nouvel An ou bien l'introduction du contexte social riche fait en sorte que l'on puisse remonter maintenant vers la signification. Mais malheureusement, excusez-moi, malheureusement, on prend souvent le sens pour la signification et la signification inversement pour le sens, ne retenant que la théorie de la duplicité, effectivement, du sens. Le sens est double, le sens, mais non, le sens, d'abord, il est pluriel. Puisque le titre sélectionne plusieurs interprétants, le sens devient pluriel. Merci à vous, M. Bavecumbu. Le deuxième point, j'ai jumelé,
Dans le deuxième point, j'ai pris les chapitres 2, 3, 4 et 5. Et dans ces différents chapitres, vous parlez des composantes thématiques dialogiques, dialectiques et tactiques. Qu'est-ce que l'on comprend par les composantes et quelles sont les spécificités de ces différentes composantes? Les composantes, par définition, ce sont d'abord des instances systématiques qui règlent la production et l'interprétation des textes. C'est-à-dire, j'ai une composante thématique. En analysant un texte, qu'est-ce que je peux voir à partir de la thématique? J'ai un texte sur le bourbier, j'ai un texte sur la flamme des crépuscules, j'ai un texte sur les hirondelles de Kaboul. En lisant ce texte, je peux utiliser la composante thématique. Elle va faire ressortir tout ce qu'il y a comme thème, mais encore que là, la notion de thème, on ne la redéfinit pas encore, parce qu'en sémiotique, la notion de thème, c'est d'abord un groupement de thèmes. Voilà. Alors que si vous prenez par exemple d'autres textualistes, les narratologues, les critiques, ils vont vous dire le thème, c'est par exemple l'espoir, sans pour autant se contenter de ce que le texte nous dicte comme élément d'analyse. Troisième point, la sémantique tensive. Avant de rebondir en fait sur ce troisième point, il y a d'autres composantes dont vous avez cité. C'est la composante dialogique. Alors dialogique ne renvoie pas d'abord à dialogue. Non. Dialogique va systématiquement renvoyer à ce qui est énonciation. C'est-à-dire, je vais faire partie de l'énonciation, je vais interpréter le système énonciatif dans le texte. Je vais interpréter les univers sémantiques, les univers, c'est-à-dire le factuel, le contrefactuel. Dans le texte, vous pouvez trouver le possible, l'impossible. Vous pouvez aussi trouver le réel et l'irréel. Donc ça, c'est la structure. Nous n'avons plus assez de temps. Donc je disais, troisième point, la sémantique tensive. À l'intérieur, nous sommes au chapitre 6. La vocation épistémologique assignée à ce projet consiste à rechercher la convergence de deux approches entre textualité et tensivité. La première entrée, sans doute, est de passer d'une réflexion générale sur le sens vécu sous le prisme d'une combinatoire interne des SEM à l'animation conceptuelle du sens qui s'ouvre à la saisie. C'est un peu compliqué. C'est un peu complexe, bien sûr, parce que la sémantique tensive, elle est très récente également, fondée par Claude Zilberberg dans les éléments de grammaire tensive. Alors, mais simple aussi à résumer. La sémantique, vous savez que la phénoménologie de la perception de Maurice Merleau-Ponty était un ouvrage en fait très apprécié parmi les sémioticiens. Alors, la thèse, c'est que le sujet est pris dans un monde. Il observe le monde, mais il observe le monde à partir de ses sens, à partir de ses vécus sensibles. Donc la sémantique tensive va essayer de mettre le lien entre ce qui relève du sensible du sujet et ce qui relève de son observation du monde. Donc ce rapport-là crée des effets de sens qu'on appelle tension. D'accord. Alors qu'est-ce qui pourrait m'inviter, ou du moins inviter le lecteur lambda à acheter cette œuvre? Pourquoi avoir cette œuvre dans ma bibliothèque? C'est simplement parce que ce texte, non seulement il reformule tout ce qui est conceptuel en théorie, mais il réajuste d'autres méthodologies, des méthodologies d'analyse textuelle qui sont un peu plus inopérantes. L'avoir dans votre bibliothèque, c'est simplement être en accord avec le sens. Qu'est-ce que le sens? Qu'est-ce que la signification? Quels sont les éléments d'analyse textuelle que je peux utiliser pour écrire un mémoire, pour faire une analyse textuelle, pour enseigner, pour bien sûr... Merci à vous, M. Marius Bavek-Koumbu, d'avoir accepté notre invitation. Prochainement, certainement, nous aurons l'occasion de revenir sur certaines de vos œuvres. Quant à vous, chers téléspectateurs, place à présent à la troisième partie de notre émission intitulée « L'actu littéraire de la semaine ». L'actu littéraire de la semaine nous conduit d'abord aux États-Unis avec une jeune Gabonaise, ancienne basketteuse et chanteuse. Elle s'appelle Blévi Meya. Elle s'est lancée il y a peu dans des sets de jeux éducatifs pour enfants. L'ABC des animaux, l'alphabet des tout petits, c'est le titre de cet ouvrage. La conceptrice invite nos bouts de chou à découvrir la nature, les lettres, la lecture à travers des jeux et des couleurs. Tout ceci dans une ambiance bon enfant.
Autre actu littéraire, Évasion virtuelle de Nabou Fall, œuvre publiée aux éditions Tabala en 2017. L'histoire se déroule au Gabon. Nabou Fall est une jeune Sénégalaise ayant vécu la moitié de sa jeunesse au vert jaune bleu. Elle raconte l'histoire d'une jeune dame victime d'un mariage en dents de scie. C'est sur Internet qu'elle retrouve le sourire car elle retrouvera dans ce monde virtuel quelqu'un dont le souvenir l'avait déjà échappé. Et on n'oublie pas notre auteur du jour, Marius Bavekumbu, qui a mis sur le marché également une œuvre collective intitulée Le mythe, unité et transversalité d'un genre. L'homme, sinon le sémioticien, revient sur sémiotique et figurativité du mythe de l'infernal dans le bourbier d'Armel Ngimbi. Voilà qui met un point final à notre émission. Le livre de l'auteur. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera toujours avec moi, Marina Boissa et toute mon équipe technique cachée juste derrière la caméra. Au revoir, à la semaine prochaine. Bye bye.